je suis Yves et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui commence dans les années 1960. Un certain docteur Joseph Licklider vient d'être recruté par l'ARPA à la tête du bureau des techniques de traitement de l'information, l'IPTO ou Information Processing Techniques Office. L'ARPA, c'est la Advanced Research Projects Agency ou l'agence de recherche des projets avancés, en partie financée par la défense américaine. Par le passé, Licklider a travaillé en tant que vice-président de la société Bolt, Beranek & Newman, aussi connue sous le nom de BBN Inc. Là-bas, il avait fait l'acquisition du tout premier ordinateur PDP-1 de chez Digital, DEC. Je le dis souvent, mais à l'époque, au début des années 1960, un ordinateur n'était guère qu'une grosse calculatrice. Mais Licklider était un visionnaire, et il voyait déjà le potentiel d'un système sur lequel plusieurs personnes pourraient travailler en même temps. Ce tout premier PDP-1, chez BBN, va servir de démonstrateur, et en septembre 1962, il va présenter un système à temps partagé ou time sharing. Les fonctionnalités de ce système se rapprochent de ce que certaines machines expérimentales à plusieurs millions de dollars de l'époque pouvaient faire, comme les TX0 ou TX2 du MIT. Bref, Lick, comme tout le monde le surnomme, est un visionnaire. Lorsqu'il était encore chez BBN, il a d'ailleurs écrit une série d'articles dans lesquels il présente un réseau d'ordinateurs qui permettent aux humains de communiquer et d'échanger des informations et idées d'une façon complètement utopique pour l'époque. Un de ces articles s'appelle « The Computer as a Communication Device », autrement dit, l'ordinateur en tant que périphérique de communication. Et je vous en recommande la lecture, au moins les schémas remplis d'humour qui l'accompagnent. Il nomme ce réseau le Intergalactic Computer Network, le réseau d'ordinateurs intergalactique. Il en décrit le rôle en tant que main and essential medium of informational interaction for governments, institutions, corporations and individuals, ce qui donne moyen principal d'information et d'interaction pour les gouvernements, institutions, entreprises et individus. Quand je vous dis que c'est un visionnaire, il n'est pas impossible que l'ARPA l'ait engagé à la suite de ces articles, car la période est difficile pour les États-Unis. Les Russes viennent de réussir la course à l'espace en envoyant le Sputnik 1 et les États-Unis sont à la recherche de nouvelles idées. Lick arrive à convaincre 3 personnes, Ivan Sutherland, Robert Taylor et Larry Roberts, que le réseau est un concept fondamental pour le futur. Les travaux de ces derniers vont donner naissance au programme Plan 723 dont j'ai parlé dans l'épisode 13 des Almanachs. Mais l'histoire d'aujourd'hui n'est pas celle du programme Plan 723. Et pour la résumer, je dirais que ce document, le programme Plan 723, décrit la feuille de route de la conception du réseau de l'ARPA, en d'autres termes, de l'ARPANET. À l'époque, la communication entre les ordinateurs est assez basique. On fait souvent communiquer des machines du même constructeur ensemble à l'aide d'un lien de communication direct entre les deux. De plus, ce lien de communication se fait en mode circuit, c'est-à-dire qu'il faut une continuité électrique entre les deux correspondants. C'est donc un câble dédié qui est tiré entre deux machines et qui ne peut pas être utilisé pour une autre chose. À longue distance, c'est une communication téléphonique qui est mise en place. Mais à l'époque, quand une communication téléphonique avait lieu, la ligne était occupée et on ne pouvait pas l'utiliser pour autre chose, même quand les deux correspondants ne disent rien. C'est ça le principe du mode circuit. Mais c'est pas ce que recherche l'ARPA. Leur idée est d'utiliser quelque chose de différent. On va découper la communication en octets et transporter ces octets indépendamment les uns des autres dans des petits paquets. De ce fait-là, quand deux correspondants ne disent rien, la liaison peut transporter les paquets d'autres correspondants. On a une meilleure utilisation des ressources et on peut transporter plusieurs communications dans le même câble. Mais pour ça, il faut des appareils pour acheminer les paquets d'un réseau à l'autre, l'ancêtre des routeurs. Ce sera l'objet de la toute première RFC, la RFC numéro 1 du coup, qui décrit le fonctionnement des IMP ou Interface Message Processor. C'est BBN qui va les construire. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est que c'est la société dans laquelle Licklider était le vice-président. Et ces IMP se basent sur des ordinateurs Honeywell 316 et 516 qui sont durcis. Ils sont équipés de 12 kilooctets de mémoire vive et, en 1969, 4 exemplaires sont commandés pour une expérimentation. Les Interface Message Processors étaient conçus pour simplement relayer les paquets vers les bonnes machines sans en modifier le contenu. Mais pour s'assurer de leur intégrité, ils calculaient une petite checksum pour ne pas prendre en compte les paquets altérés durant le transport. Le premier IMP sera livré à l'équipe de Leonard Kleinrock à l'UCLA le 30 août 1969. Le 1er octobre 1969 toujours, c'est l'équipe de Douglas Engelbart qui reçoit le sien au Stanford Research Institute, le SRI. Le troisième est installé à l'Université de Californie à Santa Barbara
l'UCSB, le 1er novembre. Et en décembre 1969, c'est à l'Université de l'Utah que le 4e IMP est installé. Les machines reliées sont de constructeurs différents avec des systèmes d'exploitation différents également. À l'UCLA, c'est un SDS Sigma 7 avec le système d'exploitation SEX. Alors, je connais rien de celui-là, mais à mon avis, les recherches risquent d'être un peu compliquées à réaliser. Ensuite, au SRI, c'est un SDS 940 qui tourne avec Genie. À l'UCSB, c'est un IBM 360-75 sous OS MVT. Et enfin, à l'Université de l'Utah, c'est un DEC PDP-10 sous Tenex. Avec tout ça, on a une bonne variété des appareils puisque l'objectif est d'être indépendant des constructeurs et des éditeurs. C'est AT&T qui va fournir le backbone, le réseau principal de ces communications, à l'aide de liaisons à 50 kbps par seconde. Et maintenant, on peut laisser la magie opérer. Avant même que tous les IMP soient installés, le 29 octobre 1969, ça fera donc 51 ans la semaine prochaine, l'UCLA tente une communication depuis son SDS Sigma 7 vers le SDS 940 qui tourne au SRI. Une liaison téléphonique est montée entre les deux labos pour vérifier que tout fonctionne. Du côté de l'UCLA, à côté de Leonard Kleinrock, se trouve une équipe d'ingénieurs. Dans cette dernière, il y a un jeune étudiant de second cycle nommé Vinton Cerf. Pour ceux qui ne connaissent pas son nom, il est l'un des concepteurs de l'IPv4 quelques années plus tard. La manipulation consiste à se connecter sur la machine au SRI, comme si on était devant depuis la machine de l'UCLA. La connexion est activée et on voit le premier caractère du mot login s'afficher sur le terminal. Le L vient de parcourir plus de 560 km de Menlo Park à côté de San Francisco jusqu'à Los Angeles. Le O s'affiche ensuite. J'imagine que les sourires commencent à se dessiner sur les visages des expérimentateurs. Puis le G ne devrait pas tarder, mais il n'arrive pas. La connexion a déjà planté. La toute première communication entre les différents ordinateurs du réseau de l'ARPA, en utilisant la commutation de paquets, vient d'être réalisée. Les équipes travaillent pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Un bug est trouvé et il est corrigé. La communication est retentée quelques heures plus tard et le mot entier « login » s'affiche sur l'ordinateur de l'UCLA. Un mois plus tard, la communication est permanente entre les machines des deux universités. L'ARPANET est né. Les statistiques des IMP entre l'UCLA et le SRI ont pu montrer qu'en une période de 27 heures, seul un paquet sur 20 000 était arrivé avec erreur. Par contre, la reproduction de cette statistique est assez aléatoire en raison de l'utilisation très irrégulière de la connexion. Ce réseau va augmenter rapidement en y intégrant les machines de Santa Barbara et de l'Université de l'Utah, et ça fonctionne plutôt bien. En 1970, BBN se connecte au réseau ARPANET et devient le premier nœud de la côte Est à le joindre. À la fin 1973, il y a 37 sites interconnectés, dont Hawaï, qui passe par un lien satellite. Toujours en 1973, le University College de Londres souhaite s'interconnecter avec l'ARPANET. Comme l'ARPA possède un satellite qui s'appelle NorthStar, il peut être utilisé à cet usage. Mais la liaison se fait à l'aide d'une station en Suède, de la municipalité de Tanum, et ensuite reliée par câble jusqu'en Norvège. 2 terminaux sont installés en Norvège, puis un troisième à Londres, connecté par câble à la Norvège. Le University College de Londres est le premier établissement connecté avec une liaison hétérogène, câble, satellite, puis un nouveau filaire. Et c'est tout ça qui a évolué pour donner l'Internet d'aujourd'hui, celui que vous utilisez pour regarder cette vidéo. Alors forcément, si cette histoire vous a intéressé, n'hésitez pas à regarder les autres épisodes des Almanachs. Vous connaissez la chanson, vous pouvez vous abonner, partager la vidéo, commenter, mettre un like, tout ça. Et en plus, si vous souhaitez m'aider à financer les vidéos, il y a Tipeee, Utip, Patreon, Wishlist Amazon, les détails sont là-dessous. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les geeks!